Les grands principes de la déontologie. 37.2. La responsabilité médicale. 37.2. Prise en charge du patient au moment de la surveillance. Il y a quelques procès en matière de diagnostic. Des patients vont entamer un procès en responsabilité. Il y a des cas où il est interdit de se tromper de diagnostic. Grossesse extra-utérine, méningite et contorsion aiguë du testicule, entre autres. Grand 3, les parades. Grand A, l'assurance. S'il s'agit d'un établissement public de santé, le praticien est assuré par l'hôpital lui-même. En revanche, s'il s'agit d'un exercice libéral, il faut souscrire une assurance spécifique en responsabilité civile professionnelle. Il ne faut pas n'importe quelle assurance. Il faut lire les contrats. On doit prendre garde au moment du montant des sommes assurées. Il est évident que si un médecin entraîne un dommage à une personne qui devient paraplégique, les sommes sont énormes, jusqu'à plusieurs millions de francs. Il ne faut pas de butoir, pas de plafond en matière de réparation. Les délais de prescription. Lorsqu'un médecin part en retraite, il arrête de payer son assurance en responsabilité civile professionnelle. Certaines assurances arrêtent de le couvrir à partir de cette date. L'assurance doit couvrir le délai de prescription. Le délai de prescription peut être long, 30 ans. Il faut donc faire attention au choix de l'assurance. L'assurance indemnisera au civil. Au pénal, s'il y a une amende, c'est évidemment le médecin qui la paiera. L'assurance peut également aider le médecin en lui procurant l'aide d'un avocat spécialisé en droit médical. Les procès en responsabilité sont souvent longs et pénibles pour le médecin. La formation médicale continue. Les connaissances médicales non recyclées, non entretenues, sont assurées pendant une dizaine d'années. La formation médicale continue est une obligation morale de tout temps. Depuis les ordonnances de Juppé 1996, cette formation est devenue une obligation légale. Tous les ans, des structures sont mises en place pour dispenser un certain nombre d'heures d'enseignement universitaire. La non-assistance à personne en danger. 5. Obligation de porter secours aux personnes en péril. 5. L'obligation de porter secours aux personnes en péril s'impose bien sûr à tous les citoyens français et aux médecins. Lorsqu'on ne respecte pas cette obligation, c'est un délit. Délit de non-assistance en personne en danger. Grand 1, les textes. Grand A, texte du Code pénal. Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance sans risque pour lui, ni pour le tiers, il convient qu'il soit pour son action personnelle, soit en provoquant un secours. Grand B, texte du Code de déontologie. Article 9. Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance pour s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Article 47. Un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Exemple typique, un patient, témoin de Jéhovah, adulte, capable de consentir, vient voir un chirurgien orthopédiste pour un problème de rachis, de doute, de scoliose. On peut l'aider, mais c'est une intervention potentiellement hémorragique. Les témoins de Jéhovah refusent le sang. 32. Conditions à remplir. Il faut qu'il s'agisse d'une abstention volontaire et d'une faute véritablement intentionnelle.
Le sujet devant intervenir doit avoir une connaissance franche du danger, sur la nécessité d'agir et sur la nécessité d'intervenir. La victime doit être une personne, c'est-à-dire un être vivant, être humain. Si la personne est déjà décédée, il n'y a plus de délit de non-assistance à personne en danger. Encore faut-il s'assurer que le sujet soit effectivement décédé. Par exemple, quelqu'un en état de mort cérébrale et quelqu'un de mort. Si on débranche la réanimation chez quelqu'un en état de mort cérébrale, ce n'est pas la non-assistance de personne en danger. La personne est morte. Il n'est pas nécessaire que le secours soit efficace. Le texte ne nous dit rien. Il faut qu'il n'y ait pas de risque pour celui qui intervient. Il y a deux façons d'intervenir, personnellement ou en provoquant un secours. La spécialisation ne dispense pas d'intervenir. Quelqu'un qui sonne à votre porte et dit « Docteur, mon mari n'est pas bien, venez voir à la maison », le médecin répond « Je suis dermatologue, je ne connais que la peau, appelez donc un autre médecin ». Attention! Le fait d'avoir des connaissances médicales est un élément important. C'est l'exercice illégal de la médecine qui est en jeu. Il y a des cas vraiment majeurs où le médecin ne pourrait pas intervenir. Tous les médecins doivent avoir un bon système de régulation des affaires. Lorsqu'il n'est pas de garde, il doit avoir un répondeur téléphonique qui renvoie sur le service de garde. Au moment où il décroche le téléphone, il est responsable. Il doit même s'assurer que ses collaborateurs prennent tous les renseignements nécessaires, que ce soit la secrétaire ou quelqu'un d'autre. Des situations inverses peuvent se produire. On appelle en urgence. Le médecin demande à la famille l'adresse et de laisser allumer la maison pour qu'il repère facilement la maison. La famille n'allume pas la lumière et il ne trouve jamais la rue des œillets en question. Il s'agissait d'un nouveau quartier dans lequel les plaques n'avaient pas été encore apposées. Il ne peut y avoir de condamnation car tout a été mis en œuvre pour essayer de le trouver. 33. Exemple. A. L'affaire du docteur Gouillard. Il s'agit d'une fermière qui appelle le docteur Gouillard. Elle lui dit « Docteur, mon mari ne va pas bien, il fait un œdème du poumon. » Ce docteur dit « Appelez votre médecin habituel, car je ne suis pas le sien. » La fermière appelle le médecin en question, il n'est pas là. Elle finit par appeler le docteur Gouillard, qui se déplace et constate le décès du fermier. Ce docteur a été convoqué pour non-assistance à personne en danger. C'était une urgence et il devait se déplacer. Grand B, l'affaire du docteur Colin. Nous sommes un samedi soir, à la sortie d'une boîte de nuit. Il y a une dispute entre deux jeunes gens et l'un d'eux s'effondre. Les témoins accourent chez le docteur Colin. Il descend en pyjama et dit appeler une ambulance pour le transporter à l'hôpital et que ce sera plus efficace. Malheureusement, le blessé meurt dans l'ambulance et le docteur Colin est condamné pour non-assistance à personne en danger. Bien entendu, nous ne sommes pas tous les jours dans cette situation. Il appartient au médecin, recevant un appel téléphonique, de faire le nécessaire, de se renseigner téléphoniquement sur les symptômes et d'essayer d'évaluer par téléphone la gravité de la situation.